Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie d'Anna Novikova. Bonjour madame. Bonjour Pierre. Anna Novikova, vous êtes russe, comme votre nom l'indique, originaire de Sibérie occidentale et vous venez ici en tant que présidente de l'association SOS Donbass que l'on peut retrouver sur le site sosdonbass.org. Alors vous vous êtes récemment illustrée, Anna Novikova, puisque vous avez acheminé un convoi humanitaire de Pau jusqu'au Donbass. C'était en avril dernier, lors d'un voyage en camion d'1 mois avec des dons récoltés dans 5 pays. Alors, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter votre association créée à l'automne 2022, je crois? Alors, l'association SOS Donbass a été créée en septembre 2022 et c'est assez récent par rapport à d'autres associations qui soutenaient déjà Donbass et la situation qui a commencé au Donbass en 2014. J'ai créé cette association suite à mon retour du Donbass où je me suis rendue pour la première fois en août 2022 en tant qu'une militante pro-russe qui se sentait agressée ici, étant en France, étant russe. Donc, on a créé avec d'autres camarades cette association pour déjà soutenir le peuple du Donbass qui était complètement oublié par l'Europe et pas uniquement oublié, mais aussi bombardé par les armes européennes par le biais de l'armée ukrainienne. Et surtout donner une autre version de la situation au Donbass qui n'est pas du tout la même donnée ici dans les médias, mass médias français. Donc nous avons commencé par organisation de manifestations contre l'armement de l'Ukraine parce que c'est exactement ça qui fait prolonger la guerre et qui ne donne pas du tout la solution du conflit. Donc on a organisé plusieurs manifestations dans plusieurs pays européens, dans la France, Espagne, Allemagne, Italie aussi. Et nous avons fait 7 actions contre l'armement de l'Ukraine et on a fini devant le siège de l'OTAN à Bruxelles où on a fait réunir tous les militants camarades qui nous soutenaient dans l'Europe. Et c'était le 4 avril pour souhaiter le bon anniversaire à l'OTAN. C'était le jour de la création de l'OTAN. Pourquoi vous dites qu'en tant que Russe, vous vous sentiez agressé en voyant ce qui se passe aujourd'hui dans le Donbass? Parce qu'après le 24 février 2022, il y a une très forte propagande anti-russe qui a commencé dans les médias et je me sentais agressée parce que ça manipulait l'opinion publique. Et quand je me rendais dans le lieu public ou l'école de mes enfants ou n'importe où, je sentais cette réaction quand je disais que je suis russe, une petite seconde de silence. Ah, c'est génial, vous êtes russe, mais voilà, des choses comme ça. Et nous sommes regroupés avec d'autres Russes qui étaient dans la même situation que moi pour se soutenir mentalement déjà. Et après, on a commencé à agir. On a organisé une première manifestation contre la discrimination des Russes. Et après, c'est parti comme ça. Et donc, deuxième but de notre association, c'est aussi l'aide humanitaire au peuple du Donbass, qui, encore une fois, oublié par l'Europe. C'est les Ukrainiens qui sont très aidés. Par contre, au Donbass, il n'y a pas que des Russes, mais il y a aussi des Ukrainiens. Mais cette partie n'est pas du tout aidée ou presque pas aidée par l'Europe. Donc, notre convoi humanitaire, c'est établir la justice pour le peuple du Donbass, mais aussi montrer que les Européens ne sont pas tous contre les personnes qu'on appelle les séparatistes du Donbass, mais établir la paix entre ces peuples-là. Alors, je le disais, votre convoi humanitaire contenait des dons récoltés dans 5 pays. C'était quoi ces pays? C'était donc la France, où se trouve le siège de l'association. C'est l'Espagne, Belgique, Allemagne et Suisse. Est-ce que c'était des donateurs privés ou est-ce que vous avez des institutions qui vous ont fait des dons? C'était uniquement des donateurs privés. Et récolter des aides, des dons, c'était vraiment facile parce que c'est surtout ces personnes, les donateurs qui nous ont contactés pour demander quand est-ce que vous organisez un convoi humanitaire parce qu'on voudrait aider les habitants du Donbass. Alors justement, comment vous vous êtes organisé pour construire ce convoi humanitaire? C'était simple. Nous avons
fait une annonce dans les réseaux sociaux de l'association qu'on organise un convoi, on prévoit le départ pour le mois d'avril et nous faisons appel aux volontaires, aux bénévoles qui veulent organiser des points de collecte chez eux. Et de suite, on a eu des appels, des propositions d'organiser des points de collecte et c'était vraiment rapide et facile. Ce qui était plus difficile, c'est de récolter de l'argent pour le convoi, mais avec beaucoup d'efforts, des sorties dans les réseaux et appel aux dons, nous avons réussi aussi de récolter de l'argent. Quelle mission vous êtes-vous fixée en partant, en organisant ce convoi? Honnêtement, quand on organisait le convoi, on ne savait pas si on allait réussir ou pas. Nous sommes partis vraiment dans l'inconnu. C'était spontané, quoi. C'était spontané et tous les conseillères autour nous disaient « Ne faites pas ça, c'est une bêtise, c'est trop compliqué, c'est trop cher, c'est plus simple d'envoyer de l'argent. » Nous avons resté fidèles à notre idée et nous avons quand même décidé de partir. On a décidé de partir par des pays baltes. Nous avons étudié plusieurs itinéraires. Et, pays baltes... Dans les médias, on dit qu'ils sont très anti-russes, ils détestent les Russes, et ça va être très dangereux. On a pris ce risque et on a passé les pays baltes sans aucun problème. Même avec une grande surprise, quand on est arrivé en Estonie, on est passé donc par la frontière entre l'Estonie et la Russie. Tout le monde, Narva, la ville frontalière avec la Russie, tout le monde parle russe. Et même dans les restaurants-cafés, il y a la musique russe et le menu, la carte est en russe. Donc c'était une très agréable surprise pour nous et qui a montré qu'on est encore une fois très manipulé par les médias. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes quand même? Dans les pays baltes, quand on a passé, aucun problème. Même quand on a passé entre l'Allemagne et Lituanie ou entre Estonie et Lettonie, on n'a pas eu de problème, la police ne nous a pas arrêtés, c'est passé comme ça. Et pour le retour, c'était pareil. On a rencontré des problèmes, bien sûr, à la frontière. Il nous manquait quelques documents, donc il fallait trouver une solution rapidement. Donc on était bloqués pendant 2 jours à la frontière estonienne. Et une mauvaise surprise pour nous, c'était donc les frontières russes, où on a resté 4 jours. La bureaucratie russe... Alors que vous êtes russe. Oui. Vous avez la double nationalité peut-être? C'est ça, j'ai double nationalité, mais c'était pas le premier convoi humanitaire, mais le premier depuis le 24 février. On avait quand même un gros camion de 80 mètres cubes, donc c'était vraiment plus grand que les autres convois et c'était inhabituel. Et les douaniers, ils ne savaient pas aussi non plus comment gérer, sur les papiers, ce convoi. Et nous, comme on était débutants, on ne savait pas exactement comment organiser les papiers. Bon, ça a été bloqué pendant 4 jours. L'essentiel qu'on a réussi à sortir et on est arrivé au Donbass un peu avec 6 jours de retard, mais on a réussi. Alors, quel accueil vous ont réservé les habitants de cette région, le Donbass? Alors, l'accueil, c'était vraiment chaleureux et très, très touchant. Déjà, on était attendus par des associations avec qui on collabore au Donbass. Et donc, bien sûr, il y avait des journalistes, il y avait des volontaires, des associations. L'accueil était très, très chaleureux. Et après, pendant des jours, quand on a resté là-bas, on était toujours accompagnés par des volontaires. On a amené des dons nous-mêmes. Et on a distribué pas mal à des associations. Et les dons sont toujours distribués par des associations. Et maintenant, donc, grâce à ce convoi et dans les médias, l'exposé dans les médias, nous avons 8 pays maintenant et 28 points de collecte dans toute l'Europe. Et donc nous prévoyons notre convoi humanitaire pour le mois d'octobre
qui arrive bientôt. Est-ce que vous avez senti sur place une forme de colère, voire de haine de la part des habitants du Donbass envers les Européens? Justement, les volontaires des associations locales qui sont venus, ils étaient surtout curieux, ils étaient très reconnaissants, ils sont venus serrer la main à des Européens. On était 4 personnes, donc je suis la seule Russe, 2 Belges et un Français, pour remercier ces Européens, parce qu'ils ont vu que les Européens ne sont pas tous contre les habitants du Donbass savent faire la différence entre les gouvernements et les populations européennes. Oui. Et même parmi ces personnes qui nous ont accueillis, il y avait un ancien combattant qui était volontaire pour défendre sa région, Donbass, depuis 2014. Il avait 21 ans et donc aujourd'hui il a 29 ans et il a perdu ses 2 bras au mois de juillet dernier. 2022. Et il a dit, quand je vous ai vu arriver, j'ai vu ces Européens arriver avec de l'aide humanitaire, j'ai pleuré et j'avais plus envie de me venger, d'avoir perdu mes bras. Il y a beaucoup d'habitants de Donbass qui ont quand même cette colère, cette incompréhension pourquoi ils sont bombardés par les armes de l'Europe. Et donc ce convoi humanitaire a bien montré que les Européens, pas tous contre eux, et donc ce volontaire qui a perdu ses bras, il a dit « Je n'ai plus envie de me venger et faire la guerre à l'Europe ». Et ça, c'était notre réussite. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les habitants du Donbass, sur le pouvoir russe? Sont-ils tous pour Moscou? Je suis allée à Donbass 4 fois. La première fois, je suis allée justement pour voir est-ce que les habitants du Donbass sont vraiment pro-russes, comme on dit dans les médias russes, ou ils sont plutôt, ils ont peur des Russes et ils se sentent envahis, comme on dit ici en France. Et dans l'ambiance totale, j'ai pu aller dans les épiceries, j'étais hébergée dans les hôtels, j'ai pris le taxi, j'ai rencontré des gens dans la rue quand j'allais entre l'hôtel et autre endroit. Dans les conversations en général, ils sont reconnaissants qu'enfin la Russie a venu à leur aide officiellement. Il y a certains habitants de Donbass, j'ai parlé avec un conducteur de taxi, il m'a dit il est un peu en colère parce qu'il dit pourquoi Poutine n'a pas intervenu avant. Pourquoi il a attendu 8 ans? Pourquoi il a fallu entre attendre 2014 et 2022. C'est 14 000 morts et donc il y a certaines personnes qui sont en colère. Bien sûr que c'est la majorité, il y a bien sûr certains qui sont contre la Russie, mais heureusement je ne les ai pas rencontrés. Est-ce qu'il y a des habitants du Donbass qui ont encore du respect, de l'estime pour le pouvoir de Kiev, pour le président Zelensky? Ou est-ce que c'est terminé, on ne pourra jamais recoller les morceaux? En tout cas, je n'ai pas rencontré une personne qui a dit du bien sur Zelensky. Moi, personnellement, j'ai de la peine pour lui. Pour moi, c'est un pion qui a été mis en place et j'ai peur, j'espère que non, mais j'ai peur qu'il va finir comme Prigozhin qui était... Oui, qui est mort récemment dans un avion... reliant Moscou je le souhaite à pas, je le souhaite pas, mais je vois la fin tragique pour lui. Quel retour avez-vous aujourd'hui de la situation dans le Donbass 3 mois après votre retour en France? Nous sommes toujours en contact avec les associations caritatives là-bas. On s'échange parce qu'on prépare le prochain convoi. Je demande à chaque fois comment ça va la situation. Ils disent que la situation est la même, ça reste stable, il y a des bombardements. Eux, ce groupe des volontaires, heureusement, ils sont encore en vie. Donc, ils continuent à se déplacer dans les endroits vraiment bombardés, mais ils arrivent à passer par des endroits, enfin, ils restaient en vie. Donc, la situation reste stable. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Je ne peux pas dire. Dommage qu'on n'avance pas. Oui, vous me disiez en préparant cette émission qu'il y a des canons César, donc qui sont les canons français envoyés en Ukraine, qui continuent aujourd'hui à détruire les infrastructures dans le Donbass. Exactement. Et d'ailleurs, bon, un exemple, une famille
une maman avec ses 3 enfants. L'un de ses enfants est malade en cancer. Donc, elle a fait un appel à l'aide pour soigner les dents de ses enfants. Donc, depuis presque 1 mois, elle n'arrive pas à aller soigner ses enfants parce qu'il y a tout le temps des bombardements et donc ça avance pas. On a déjà récolté d'argent pour les aider, mais les enfants souffrent toujours et ils n'arrivent pas à se soigner. Est-ce que vous avez peur que ce conflit, quand on voit Emmanuel Macron qui envoie des missiles de longue portée à Kiev, quand on voit certains pays européens envoyer des avions F-16 à Kiev, que ce conflit ne dégénère dans un conflit mondial? Justement, c'est pour ça qu'on milite aussi contre l'armement de l'Ukraine. Armer l'Ukraine, ça ne résout pas le problème, au contraire, ça l'aggrave. Et je ne comprends pas cette politique de l'armement de l'Ukraine au lieu d'envoyer des diplomates depuis 2014, alors que la France, il était responsable des accords de Minsk. Ils ont déjà commencé à envoyer des armes et à entraîner l'armée ukrainienne. Donc on voit très bien que depuis 2014, c'était pas leur objectif d'arrêter le conflit, mais plutôt l'aggraver. Est-ce que votre association, est-ce que vous comptez prendre part à la reconstruction du Donbass s'il y a un jour une fin des hostilités? Vous savez, on avance de jour en jour, on s'adapte à la situation, nous n'avons pas vraiment de stratégie. Pour l'instant, notre objectif, c'est de l'aider, la population qui souffre. Et après, quand le conflit va s'arrêter, on va bien sûr discuter avec les volontaires comment on peut aider pour reconstruire les territoires bombardés. Alors, vous dénoncez, vous l'évoquiez tout à l'heure, une propagande anti-russe des dirigeants européens. Quels sont, à vos yeux, les mensonges les plus flagrants de cette propagande? Pour moi, tout ce qui est dit dans les médias français, mass médias, pour moi, tout ça, c'est des mensonges. Je dis ça ouvertement, j'ai pas peur des conséquences parce que c'est complètement opposé de ce qui me racontent les gens sur place. Et bien sûr, c'est l'opposé de ce qui est raconté aussi dans les médias russes, qui est aussi bien sûr sa forme de propagande. Dans chaque pays, on a sa propagande. Mais les mass médias français, ils ne font que provoquer la haine contre les Russes, alors que dans chaque conflit, il y a toujours 2 côtés qui sont coupables. Bien sûr que le gouvernement de Donbass, les séparatistes, on les appelle, bien sûr, ils ont fait des erreurs. Mais ils n'ont, en aucun cas, ils ont voulu que ça aggrave à tel point qu'il y a la guerre qui s'éclate. Mais on sait très bien que 15 avril 2014, c'est le gouvernement de Kiev qui a annoncé l'attaque militaire contre le gouvernement de Donbass. Oui, parce que le gouvernement du Donbass, on s'en rappelle, en 2014, s'était insurgé contre les décisions du pouvoir de Kiev d'interdire les habitants du Donbass de parler en russe. Exactement. Alors que c'était le cas de toute cette population. C'est pour ça qu'ils se sont révoltés. Et d'ailleurs, même les réfugiés ukrainiens maintenant que je rencontre en France, ils parlent, dans la plupart, ils parlent russe. Parce que le russe, il était très répandu dans toute l'Ukraine. Alors, votre association, on le rappelle, n'est financée que par le don. Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs sur le sujet? De quoi vous avez besoin? Notre association, pour l'instant, c'est une petite association malgré les efforts qu'on fait, le travail qu'on fait. Nous sommes une petite association et nous existons que grâce aux dons des personnes privées. Et en ce moment, on cherche des mécènes qui pourraient nous aider à faire vraiment des activités plus larges et qui peut aider beaucoup plus aux populations du Donbass. Pour l'instant, comment vous venez en aide à ces populations? C'est du matériel? Vous avez besoin de quoi? De nourriture, de vêtements, de médicaments, j'imagine? Surtout, ce qui était demandé à Lugansk, par exemple, c'est des choses pour aménager la maison parce qu'ils ont accueilli beaucoup de réfugiés ukrainiens à Lugansk pendant que c'était
surveillé en sécurité par l'armée russe. Maintenant, donc, Lugansk il est bombardé par les canons français avec les bombes anglaises. D'ailleurs, quand on était là-bas avec le convoi, le jour même était bombardé par les canons français avec les bombes russes. Et donc, il y a des Ukrainiens aussi. Donc, je sors un peu de la question, mais c'est une situation absurde. Donc l'Europe envoie des armes à l'Ukraine, l'Ukraine bombarde Donbass, où se trouvent ces réfugiés ukrainiens. Donc ça montre que maintenant, même Donbass, les Ukrainiens sont bombardés eux-mêmes par ces armes. Bref, donc à Lugansk, très demandé des coussins, des couettes, des matelas. À Donetsk, comme c'est beaucoup plus bombardé, ils demandent beaucoup de fauteuils roulants, des lits médicaux, des médicaments aussi, des cannes anglaises, des choses comme ça. Et à Mariupol, il y a eu beaucoup de demandes pour des choses, pour les écrans d'ordinateur ou des choses comme ça pour les écoles à Mariupol parce qu'il est en train d'être restauré. Donc, ils ont besoin d'aide comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles conditions vivent aujourd'hui les habitants du Donbass? Est-ce qu'ils vivent terrés ou est-ce qu'ils arrivent quand même à avoir une vie à peu près normale? Quand je suis venue pour la première fois, j'étais surprise qu'ils vivent une vie normale. Ils sont bombardés tous les jours, mais ils continuent à vivre, ils continuent à aller travailler, faire des achats. Les épiceries sont pleines de nourriture. Mais chaque jour, quand ils sortent de chez eux, il y a un risque qu'une bombe tombe chez eux. Donc c'est leur quotidien. Et bien sûr, ça impacte des enfants qui sont bombardés depuis 9 ans. Depuis 9 ans, ils ne sont pas allés à l'école. Il n'y a pas d'eau, donc l'eau est à Donetsk. Il est allumé qu'une fois tous les 3 jours. Depuis le mois de mai, il y a une nouvelle canalisation qui était construite donc, par les Russes. Et donc, à ce moment-là, quand on était, il fallait remplir ce réservoir d'eau. Mais peut-être maintenant la situation a changé, mais en tout cas quand on était là, il n'y avait pas d'eau, juste une fois tous les 3 jours. Déjà, pour la vie quotidienne, c'est très difficile. Pour l'électricité, dans certains endroits, il n'y a pas d'électricité. À Lugansk, par exemple, il n'y a pas d'Internet du tout. Ça marche qu'avec le Wi-Fi. Donc la vie quotidienne est très perturbée encore. Alors, vous avez l'ambition, vous m'avez dit ça avant de commencer cet entretien, d'écrire un livre. Qu'est-ce que vous allez raconter ? Oui, on a un projet d'écrire un livre, c'est ce qu'on appelle soft power. On essaie de toucher le grand public. L'écrivain qui m'a proposé d'écrire ce livre, il a dit on va baser sur ta biographie, mais en mélangeant de ce qui se passe maintenant, parce que je suis un enfant de l'URSS, je suis né encore à l'époque de l'URSS. J'ai grandi pendant l'époque des années 90, quand tout était un grand bordel. Sous Boris Eltsine. Voilà. Et, beaucoup d'insécurité en Russie. Étant adolescente, j'ai connu Poutine. Et j'ai quitté la Russie en 2010. Donc Poutine a réussi déjà à rétablir un peu le cas de l'ordre dans le pays. Donc j'ai connu la Russie d'avant et après. Et donc à base de tout ça, on va raconter l'expérience de vie d'une Russe qui connaît la Russie, qui connaît la France et c'est pourquoi je soutiens mon président. Et vous cherchez, Anna Novikova, un éditeur évidemment pour la publication de cet ouvrage, donc appel aux éditeurs intéressés. Je rappelle, Anna Novikova, donc vous êtes la présidente de l'association SOS Donbass, association qui a besoin des dons, et donc vous pouvez, chers téléspectateurs, envoyer vos dons sur sosdonbass.org. Merci Anna Novikova d'être venue jusqu'à nous. Merci beaucoup Pierre.